Ma famille a annulé le dîner de Noël prétendant un mauvais temps. Tout le monde reste à la maison, maman a envoyé un message. Puis j'ai vu des photos d'eux chez ma sœur ouvrant les cadeaux d'héritage de grand-mère sans moi. Vacances parfaites, ils ont posté. J'ai répondu, contente que vous soyez en sécurité. Mais quand ils ont appelé le lendemain. Je m'appelle Milly. J'ai 29 ans, et j'ai passé la majeure partie de ma vie d'adulte à essayer de gagner une place dans ma famille que je ne suis pas sûr d'avoir un jour. Je travaille comme physiothérapeute dans un centre de rééducation. Et bien que j'aime mon travail, il n'offre pas le prestige ou le salaire que la carrière de ma sœur cadette Vanessa, représentante commerciale en produits pharmaceutiques, procure. Elle a toujours été la préférée, celle qui ne pouvait rien faire de mal, l'enfant prodige qui rendait nos parents fiers juste par son existence. J'ai répondu au SMS de maman. C'est dommage. Restez au chaud, tout le monde. Je vous aime tous. Mon appartement me semblait plus vide que d'habitude cette nuit-là. J'avais acheté des cadeaux pour tout le monde. Des cadeaux bien pensés que j'avais passé des semaines à choisir. Une écharpe en cachemire pour maman parce qu'elle se plaignait toujours du froid. Un beau portefeuille en cuir pour papa parce que le sien tombait en ruine. Et pour Vanessa, un magnifique ensemble de fournitures d'art parce qu'elle peignait avant que sa carrière ne consume tout son temps. Ils étaient emballés et posés sous mon petit sapin de Noël, prêts à être livrés demain. Je me suis préparé un dîner simple. Rien d'extravagant, juste des pâtes avec de la sauce marinara, et je me suis installé sur le canapé avec un film de Noël. L'appartement était silencieux, à l'exception du son de la télévision et des rafales de vent occasionnelles qui faisaient vibrer les fenêtres. Je n'arrêtais pas de me dire que tout allait bien, que les dîners de famille pouvaient être reportés, qu'il y aurait d'autres Noëls. Mais au fond de moi, je sentais la vieille douleur familière d'être mise à l'écart, d'être la dernière pensée. Vers 21h, j'ai parcouru les réseaux sociaux, principalement par ennui. C'est là que je l'ai vu. Une photo postée par ma cousine Jeannette, dont je savais qu'elle était proche de Vanessa. L'image montrait toute ma famille réunie dans ce que j'ai immédiatement reconnu comme le salon de Vanessa. Il y avait la cheminée en briques distinctives, les meubles coûteux qu'elle venait d'acheter, et le lustre dont j'avais tant entendu parler. Mes parents étaient là, rayonnants. Mes tantes et oncles étaient là. Même la sœur de ma grand-mère, tante Louise, était là, et ils ouvraient des cadeaux. Mon cœur s'est arrêté. J'ai zoomé sur la photo, mes mains tremblaient. Il y avait des piles de cadeaux magnifiquement emballés, des coupes de champagne dans les mains de tout le monde, et des sourires partout. La légende disait « Vacances parfaites en famille ». Tellement béni. Je me suis senti comme si on m'avait frappé au ventre. Ils n'avaient pas annulé Noël à cause du mauvais temps. Ils l'avaient annulé pour moi. Ils avaient menti pour me tenir à l'écart. Et ils étaient tous ensemble chez Vanessa à célébrer sans moi. Je suis resté là, sous le choc, fixant la photo. Pourquoi ferait-il ça? Que avais-je fait pour mériter d'être exclu de la célébration de Noël de ma propre famille? La douleur s'est rapidement transformée en colère, puis en quelque chose de plus froid, une détermination à comprendre ce qui se passait réellement. J'ai remarqué autre chose sur la photo. Sur la table basse, parmi les cadeaux ouverts, se trouvaient plusieurs objets qui semblaient coûteux et anciens, une boîte à bijoux, que j'ai reconnue, un ensemble de chandeliers en argent, et ce qui semblait être de vieilles photographies dans des cadres ornés. J'ai eu le souffle coupé. C'étaient les affaires de grand-mère. Ma grand-mère était décédée 6 mois auparavant, et elle avait été la seule personne de la famille qui m'avait toujours fait sentir valorisé. Elle avait laissé derrière elle une petite succession, principalement des objets personnels et des souvenirs qu'elle avait collectés tout au long de sa vie. Le testament avait été lu, mais je n'avais pas été présente car j'étais en déplacement pour une conférence professionnelle. Maman m'avait dit que grand-mère avait laissé tout à diviser également entre les petits-enfants et que nous trierions tout ensemble après les fêtes. Mais en regardant cette photo, il était clair que le tri avait déjà commencé sans moi. J'ai fait une capture d'écran de la photo et l'ai enregistrée sur mon téléphone. Puis j'ai répondu au SMS de maman avec un message qui m'a coûté chaque once de sang-froid pour l'écrire calmement, contente que vous soyez tous en sécurité. J'espère que le temps s'éclaircira bientôt. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté allongé dans mon lit à fixer le plafond, l'esprit en ébullition. L'exclusion était une chose, mais la question de l'héritage en était une autre. S'ils avaient divisé les biens de grand-mère sans moi, ce n'était pas seulement blessant, c'était potentiellement illégal.
Le testament de grand-mère avait été précis concernant la distribution égale entre les petits-enfants. J'en avais une copie dans mes dossiers quelque part. Au lever du jour, j'avais pris une décision. Je n'allais pas les confronter immédiatement. J'allais agir intelligemment. J'allais découvrir exactement ce qu'ils avaient fait, et ensuite je m'assurerais qu'ils en subissent les conséquences. Le matin de Noël est arrivé avec la pâle lumière du soleil d'hiver filtrant à travers mes rideaux. Je me suis levé, j'ai fait du café et j'ai commencé à faire ce que j'aurais dû faire il y a des mois. J'ai commencé à enquêter. D'abord, j'ai sorti la copie du testament de grand-mère que son avocate m'avait envoyé. Je l'ai lu attentivement, soulignant les sections pertinentes. Il était clair que sa succession devait être divisée également entre ses 4 petits-enfants, moi, Vanessa, et nos 2 cousins, Janet et Stuart. L'exécuteur testamentaire devait être un tiers neutre, une avocate nommée Patricia Hoffman. Mais j'ai remarqué que ma mère avait été désignée comme co-exécutrice pour aider avec les objets personnels puisqu'elle savait ce que tout était. J'avais fait confiance à maman pour gérer les choses équitablement. Cela avait clairement été une erreur. J'ai repensé à mon enfance, essayant de situer le moment où les choses avaient commencé à mal tourner entre Vanessa et moi. Nous avions été proches autrefois, quand nous étions petites. Je me souvenais de jouer ensemble, de partager des secrets, de nous défendre l'une l'autre contre le monde. Mais quelque part, au moment où Vanessa a eu 16 ans et moi 18, tout a changé. Elle est devenue compétitive, essayant toujours de me surpasser, cherchant toujours plus d'attention de nos parents. Et ils lui ont donné volontiers. Quand j'ai choisi d'étudier la physiothérapie, papa avait fait des commentaires sur le fait que c'était une belle carrière pratique pour quelqu'un qui veut aider les gens. Mais quand Vanessa est allée dans la vente de produits pharmaceutiques, il s'est vanté de son ambition et de son potentiel de revenus à 6 chiffres. Quand j'ai acheté mon modeste appartement, maman a dit que c'était douillet. Quand Vanessa a acheté sa maison avec le lustre et la cheminée en briques, ils lui ont organisé une pendaison de crémaillère et ont invité la moitié du quartier. J'avais essayé de ne pas être amer. J'avais essayé de me concentrer sur ma propre vie, mes propres réalisations, mon propre bonheur, mais c'était difficile quand chaque réunion de famille ressemblait à une célébration de Vanessa et à un rappel de ma propre insuffisance à leurs yeux. Grand-mère avait été différente. Elle nous avait toujours traités également, s'assurant toujours que nous nous sentions toutes les deux aimées et valorisées. Quand j'ai obtenu mon diplôme de physiothérapeute, c'est elle qui m'a organisé une fête. Quand j'ai eu mon premier emploi, c'est elle qui m'a envoyé une carte de félicitations avec un chèque à l'intérieur et une note disant qu'elle était fière de moi. Elle ne nous a jamais comparés, n'a jamais eu de favoritisme, ne m'a jamais fait me sentir inférieur. C'est pourquoi son testament avait spécifié une distribution égale. Elle voulait que nous soyons traités équitablement même après son départ. Et maman et Vanessa avaient violé cela. J'ai décidé d'appeler tante Louise, la sœur de grand-mère. Elle avait la soixantaine, mais était vive comme une attaque, et elle avait toujours été gentille avec moi. Si quelqu'un me disait la vérité sur ce qui se passait, ce serait elle. Milly, ma chérie, a-t-elle répondu, sa voix chaleureuse. Joyeux Noël. Je suis tellement désolé que tu n'aies pas pu venir hier. Le temps était effroyable, n'est-ce pas? J'ai senti une pointe de colère mais j'ai gardé ma voix calme. En fait, tante Louise, j'aimerais vous parler de ça et de la succession de grand-mère. Avez-vous quelques minutes? Il y a eu une pause. Bien sûr, ma chérie. Qu'est-ce qui te préoccupe? J'ai vu des photos du rassemblement d'hier chez Vanessa. Il semblait que certaines affaires de grand-mère étaient en cours de distribution. J'avais l'impression que nous étions tous censés passer en revue tout ensemble après les fêtes avec l'exécutrice présente. Une autre pause, plus longue cette fois. Oh, Milly, je pensais que tu étais au courant du changement de plan. Ta mère a dit que tu avais accepté de laisser Vanessa s'occuper de la majeure partie de la distribution puisque tu étais si occupée par le travail. Ma prise s'est resserrée sur le téléphone. Je n'ai jamais accepté cela. On ne m'a même jamais demandé. La voix de tante Lou est devenue préoccupée. C'est très étrange. Ta mère était très claire à ce sujet. Elle a dit que tu lui avais spécifiquement dit que tu n'avais pas le temps de trier de vieux souvenirs et que Vanessa pouvait s'en occuper. Elle a dit que tu accepterais simplement ce qui t'était réservé. Ce n'est pas vrai. Ai-je dit, ma voix tremblant maintenant. Je n'ai jamais rien dit de tout cela. En fait,
j'ai spécifiquement demandé à maman quand nous nous réunirions tous pour examiner les affaires de grand-mère. Elle m'a dit que ce serait après les fêtes et que tout le monde serait impliqué. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Finalement, tante Louise parla et sa voix était troublée. Milly, je pense qu'il se passe peut-être quelque chose que tu devrais examiner. J'ai remarqué hier que Vanessa semblait prendre pas mal d'objets de valeur. Les bijoux de grand-mère, de l'argenterie ancienne, et plusieurs œuvres d'art. Ta mère n'arrêtait pas de dire que tout était conforme au testament, mais je dois admettre qu'il semblait que Vanessa recevait plus que sa juste part. Mes soupçons étaient confirmés. Qu'en est-il de l'exécutrice? Patricia Hoffman était-elle là? Non, elle ne l'était pas. Ta mère a dit que Patricia avait tout approuvé à l'avance et qu'il était acceptable de procéder sans elle. Mais maintenant je me demande si c'était vrai. Merci de m'avoir dit ça, tante Louise. J'apprécie vraiment votre honnêteté. Milly, ma chère, si quelque chose d'inapproprié se passe, tu dois faire quelque chose. Ta grand-mère voudrait que ses souhaits soient respectés. Elle vous aimait tous également, et elle aurait le cœur brisé de penser que quelqu'un était traité injustement. Après avoir raccroché, je me suis assise en silence, digérant tout. Ma famille ne m'avait pas seulement exclu de Noël. Ils avaient activement menti à tout le monde pour justifier de s'approprier l'héritage de grand-mère sans ma participation. Et ils avaient utilisé mon prétendu accord comme couverture pour leur plan. J'avais besoin de preuves. J'avais besoin de documentation et je devais agir avec prudence. Le lendemain de Noël, j'ai reçu l'appel que j'attendais. Le numéro de maman a clignoté sur mon écran, et j'ai laissé sonner 3 fois avant de répondre, gardant ma voix légère et indifférente. Salut maman. Joyeux Noël. Joyeux Noël, ma chérie, dit-elle, sont-on excessivement joyeux de cette manière qui me hérissait le poil. Comment s'est passée ta journée hier? Es-tu resté au chaud? Oh, ça allait. Calme, mais ça allait. J'ai regardé quelques films, j'ai eu un bon dîner. Et toi? Le temps s'est-il suffisamment éclairci pour que vous puissiez faire quelque chose? Il y eut la plus brève hésitation. Oh, tu sais comment c'est. On est juste resté à la maison, on a pris un repas simple, rien de spécial. J'ai attendu un instant, lui donnant la chance d'avouer. Elle ne l'a pas saisi. C'est bien, ai-je dit. Je suis contente que vous soyez en sécurité. En fait, Milly, j'appelle parce que je voulais te parler de la succession de grand-mère. Nous avons fait examiner tout par l'exécutrice, et il s'avère qu'il y a eu un tri. Nous voulions nous assurer que tu recevais ta part. Oh, je pensais que nous allions faire ça ensemble après les fêtes. Qu'est-ce qui a changé? Eh bien, Patricia Hoffman a dit que ce serait plus facile de gérer cela par étapes. Et comme Vanessa avait le plus d'espace pour stocker les choses temporairement, nous avons pensé qu'il était logique de commencer le processus chez elle. Ne t'inquiète pas, tout a été documenté et divisé équitablement. Nous avons une boîte d'objets mis de côté pour toi. Une boîte, une seule boîte sur toute une succession. J'ai senti ma mâchoire se crisper. C'est intéressant, maman, parce que j'ai parlé avec tante Louise hier. Elle a mentionné qu'il y avait un rassemblement chez Vanessa le jour de Noël, le jour où tu m'as dit qu'il était annulé à cause du mauvais temps. Elle a dit que plusieurs objets de valeur avaient été distribués et que Vanessa semblait en avoir reçu beaucoup. Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. Milly, je peux expliquer. Le peux-tu? Je l'ai interrompu, ma voix toujours calme, mais avec un tranchant maintenant. Parce que de mon point de vue, il semble que tu aies menti en annulant Noël pour pouvoir m'exclure pendant que Vanessa se servait dans l'héritage de grand-mère. Pensais-tu vraiment que je ne le découvrirais pas? Ce n'est pas comme ça, maman a dit rapidement, son ton défensif maintenant. Vanessa avait juste besoin de certaines de ces choses pour sa maison, et nous pensions, tu pensais quoi? Que je ne le remarquerais pas. Que je m'en ficherais ou que j'accepterais simplement les miettes que tu déciderais de me jeter. Milly, tu réagis de manière excessive. C'est une affaire de famille et nous essayons de la gérer efficacement. Vanessa a été tellement utile avec tout et tu as été si occupée par le travail. Nous ne voulions pas te charger. Me charger? Maman, le testament de grand-mère stipule spécifiquement que tout doit être divisé également entre les 4 petits-enfants. Cela signifie moi, Vanessa, Janet et Stuart. Pas seulement Vanessa,
et qui d'autre tu décideras de favoriser cette semaine. Surveille tonton, jeune femme. Maman a claqué. Nous n'avons rien fait de mal. Patricia a tout approuvé. Alors tu ne verras pas d'inconvénient si j'appelle Patricia moi-même pour vérifier cela, n'est-ce pas? Une autre pause. Celle-ci semblait différente, plus lourde, plus inquiète. Milly, s'il te plaît, ne transforme pas cela en un problème plus grand qu'il ne doit l'être. La famille est plus importante que les biens matériels. Tu as absolument raison, maman. La famille est plus importante, et c'est précisément pourquoi ça fait si mal que tu me mentes, m'exclus et essaie de me priver de mon héritage. Grand-mère serait dévastée si elle savait ce que tu fais. On te donnera ta part, a dit maman, la voix tendue. Il n'y a pas besoin d'impliquer des avocats ou de rendre cela désagréable. C'est déjà désagréable, maman. Tu t'en es assuré quand tu as décidé que je n'étais pas assez importante pour être incluse dans la célébration de Noël de ma propre famille. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais d'une colère juste. J'ai immédiatement appelé le bureau de Patricia Hoffman, m'attendant pleinement à tomber sur la messagerie vocale puisque c'était le lendemain de Noël. Mais à ma surprise, elle a répondu. Patricia Hoffman à l'appareil. Bonjour, mademoiselle Hoffman. C'est Milly, l'une des bénéficiaires de la succession de ma grand-mère. J'ai quelques inquiétudes concernant le processus de distribution, et j'espérais que vous pourriez éclaircir quelques points pour moi. Bien sûr, Milly. En quoi puis-je vous aider? Ma mère m'a dit que vous aviez approuvé une distribution anticipée des biens chez ma sœur Vanessa le jour de Noël, et que tout était documenté et géré correctement. Est-ce exact? Il y eut un long silence. Je suis désolé, mais je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez. Je n'ai approuvé aucune distribution d'actifs. En fait, j'essaie d'organiser une réunion avec tous les bénéficiaires depuis des semaines, mais votre mère n'arrêtait pas de dire que les emplois du temps de tout le monde étaient trop chargés. Le règlement de la succession est toujours en suspens. Mon cœur s'est emballé. Donc, il n'y avait aucune approbation pour que Vanessa prenne possession d'objets de la succession. Absolument pas. En tant que co-exécutrice, votre mère a accès à la succession dans le but de cataloguer et de préserver les biens. Mais elle n'a aucune autorité pour distribuer quoi que ce soit sans mon approbation et sans que tous les bénéficiaires soient présents. Si des objets ont été retirés de la succession, c'est un grave problème. De quel genre de problème parlons-nous? Potentiellement, cela pourrait être considéré comme un vol ou un détournement d'actifs successoraux. Au minimum, c'est une violation de son devoir fiduciaire en tant que co-exécutrice. Milly, si ce que vous me dites est vrai, nous devons nous en occuper immédiatement. Pouvez-vous me fournir des preuves de ce qui s'est passé? J'ai pensé aux captures d'écran, aux témoignages de tante Louise et aux mensonges documentés dans les messages textes. Oui, ai-je dit. Je peux fournir de nombreuses preuves. Bien. Je vais avoir besoin que vous m'envoyiez tout ce que vous avez. Émilie, ne dites pas à votre mère ou à votre sœur que nous avons parlé. Laissez-moi gérer cela par les voies légales appropriées. Après avoir raccroché, je me suis assise et j'ai pris une profonde inspiration. C'était ça. Le moment où tout allait soit s'effondrer, soit se concrétiser. Ma famille avait fait son choix quand elle avait décidé de m'exclure et de me tromper. Maintenant, il était temps qu'il fasse face aux conséquences. Au cours des 3 jours suivants, j'ai méticuleusement compilé tout ce que j'avais. Capture d'écran des publications sur les réseaux sociaux montrant ma famille chez Vanessa le jour de Noël, les messages textes de maman affirmant que le mauvais temps avait annulé notre dîner. Une conversation téléphonique enregistrée avec tante Louise où elle détaillait ce qu'elle avait vu lors du rassemblement. Je l'avais rappelée et demandé si elle accepterait de faire une déclaration, et elle a accepté sans hésitation. J'ai même passé en voiture devant la maison de Vanessa et pris des photos des nouveaux objets coûteux visibles à travers ses fenêtres avant. Des objets que je reconnaissais de la maison de grand-mère, y compris un miroir antique et une lampe en laiton distinctive qui se trouvaient dans le salon de grand-mère depuis des décennies. Patricia Hoffman m'a rappelé 2 jours plus tard, sa voix sombre. Milly, j'ai examiné tout ce que vous m'avez envoyé, et c'est bien pire que ce que je pensais initialement. J'ai également consulté l'inventaire de la succession que votre mère était censée tenir, et il y a des divergences importantes. Des objets qui devraient être listés comme faisant partie de la succession sont entièrement absents de la documentation. Qu'est-ce que cela signifie? Ai-je demandé,
bien que je connaisse déjà la réponse. Cela signifie que votre mère et votre sœur ont systématiquement retiré des objets de valeur de la succession sans documentation ni approbation appropriée. Ce n'est plus seulement une dispute familiale. C'est de la fraude. Je vais devoir demander au tribunal de destituer votre mère en tant que co-exécutrice et d'ordonner une comptabilité complète de tous les actifs de la succession. Combien de temps cela prendra-t-il? Compte tenu des preuves que vous avez fournies, je peux accélérer cela. Nous devrions pouvoir obtenir une audience d'urgence d'ici la semaine prochaine. Le tribunal émettra probablement une ordonnance exigeant que votre mère et votre sœur restituent tous les biens retirés de la succession et fournissent un compte rendu complet. S'ils ne peuvent pas produire les biens ou fournir une documentation adéquate, ils pourraient faire face à de graves conséquences juridiques. Une semaine me semblait une éternité, mais je savais qu'il était nécessaire de bien faire les choses. Que devais-je faire en attendant? Documenter tout. S'il vous contacte, enregistrez-le si c'est légal au Tennessee, ce qui est le cas, puisque le Tennessee est un État à consentement unilatéral pour l'enregistrement des conversations. Ne les confrontez pas directement. Et surtout, ne leur faites pas savoir que vous m'avez impliqué ou que vous avez des preuves. Laissez-les croire qu'ils s'en sont tirés. Cette dernière partie était la plus difficile. Je voulais leur crier dessus, exiger des réponses, les obliger à reconnaître ce qu'ils avaient fait, mais je comprenais la stratégie. Laissez-les s'installer, laissez-les penser qu'ils avaient gagné, puis tirez-leur le tapis sous les pieds quand ils s'y attendraient le moins. Le lendemain, Vanessa m'a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais je me suis souvenu des conseils de Patricia concernant la documentation. J'ai appuyé sur l'enregistrement de mon application téléphonique avant d'accepter l'appel. « Salut Millie », a dit Vanessa, sa voix faussement enjouée. « Comment vas-tu ? » « Je vais bien, Vanessa. »« Qu'y a-t-il ? » ?»« Je voulais juste te contacter à propos des affaires de grand-mère. Maman a dit que tu étais contrarié par la façon dont les choses avaient été gérées, et je voulais mettre les choses au clair. Tu sais comment maman peut être. Elle ne communique parfois pas très bien les choses. J'ai ravalé un rire amer. C'est ce que vous pensez qu'il s'est passé? Un problème de communication? Eh bien, oui. Je veux dire, maman nous a dit que tu n'avais pas le temps de tout trier, alors nous avons essayé d'aider en commençant. Nous avons une boîte de choses mises de côté pour toi. Des albums photos, quelques bijoux fantaisie, quelques articles de cuisine. Rien de majeur, mais des choses que nous pensions que tu aimerais. Albums photos et bijoux fantaisie, ai-je répété lentement. Et le miroir antique? La lampe en laiton, les chandeliers en argent, la boîte à bijoux avec les vrais bijoux de grand-mère? Il y eut une pause. Ces objets sont conservés pour l'instant jusqu'à ce que nous puissions les évaluer correctement. Tu sais, à des fins d'impôts successoraux, chez toi, ce n'est qu'un stockage temporaire. Millie, n'en fais pas toute une histoire. Une plus grande affaire, Vanessa. Toi et maman m'avaient menti en annulant Noël, avez organisé une réunion de famille sans moi, et avez distribué les biens de grand-mère sans la présence de l'exécutrice ou ma connaissance. Comment exactement cela n'est-il pas une grande affaire? Son ton a changé, devenant défensif. Tu fais toujours ça. Tu ramènes toujours tout à toi. Nous essayons de gérer les choses efficacement, et tu transformes ça en une sorte de conspiration. Peut-être que si tu étais plus impliqué dans les affaires de famille au lieu de toujours travailler, tu comprendrais comment les choses fonctionnent réellement. Je n'étais pas impliqué parce que tu m'as délibérément exclu. Oh, s'il te plaît. Tu es tellement dramatique. Écoute, si tu veux ta petite boîte de bibelots, tu peux venir la chercher quand tu veux. Mais arrête de faire comme si on te volait. Maman et moi avons fait tout le travail pendant que tu restais assise à te plaindre. Travail? Tu veux dire prendre les objets de valeur de grand-mère pour toi? J'en ai assez de cette conversation. Vanessa a claqué. Tu es ridicule. Quand tu seras prête à être raisonnable, tu pourras me rappeler. Elle a raccroché. Je suis resté là à fixer mon téléphone, l'application d'enregistrement toujours en marche. J'avais tout ce dont j'avais besoin. Son aveu que des objets se trouvaient chez elle, son attitude méprisante concernant la distribution, et sa confirmation que l'exécutrice n'avait pas été impliquée. J'ai immédiatement envoyé l'enregistrement à Patricia. Sa réponse est arrivée en moins d'1 heure. C'est parfait. Je dépose la requête d'urgence aujourd'hui.
L'audience est fixée à lundi matin à 9 heures. Soyez prête. Votre mère et votre sœur vont recevoir des documents les enjoignant à comparaître devant le tribunal et à expliquer ce qu'elles ont fait des biens de la succession. Cela va devenir laid. Millie, êtes-vous sûre de vouloir aller jusqu'au bout? J'ai pensé à grand-mère, à la façon dont elle m'avait toujours traité avec amour et respect, à la façon dont elle avait voulu que nous soyons toutes traitées équitablement. J'ai pensé aux années passées à être la deuxième meilleure aux yeux de mes parents, à être exclue et ignorée. J'ai pensé aux mensonges délibérés qu'ils avaient racontés pour me tenir éloigné de Noël pendant qu'ils se partageaient ce qui devait légitimement être partagé. Je suis sûr. J'ai tapé en retour. Ils ont fait leur choix. Maintenant, ils peuvent faire face aux conséquences. Ce week-end fut tortueux. Je savais que les documents seraient signifiés le dimanche. Patricia avait arrangé qu'un huissier de justice les remette à maman et à Vanessa. J'imaginais leur réaction, la panique qui s'installerait quand elles réaliseraient ce qui se passait. Une partie de moi se sentait coupable d'avoir pris une mesure si drastique, mais une plus grande partie de moi savait que c'était la seule façon d'obtenir justice. Dimanche soir, mon téléphone a explosé de messages et d'appels. Maman, papa, Vanessa, même Janet et Stuart. Je les ai tous ignorés, exactement comme Patricia l'avait demandé. Laissez-les paniquer. Laissez-les s'agiter. Laissez-les enfin comprendre ce que l'on ressent quand on est impuissant et exclu. Le lundi matin est arrivé, froid et clair. Je me suis habillé avec soin dans un tailleur bleu marine professionnel qui me faisait paraître capable et sérieuse. Le genre de tenue qui disait que je n'étais pas quelqu'un qu'il fallait ignorer. Je suis arrivé au palais de justice 30 minutes en avance, l'estomac noué par l'anxiété et l'anticipation. Patricia m'a rencontré dans le hall, une mallette en cuir à la main et une expression déterminée sur le visage. Elle avait une 50aine d'années, des yeux vifs et un air de compétence qui m'a immédiatement mis à l'aise. « Êtes-vous prête pour ça ?» a-t-elle demandé. Aussi prête que je ne le serai jamais. Bien. N'oubliez pas, restez calme. Répondez aux questions du juge honnêtement et directement. Et laissez-moi gérer les arguments juridiques. Votre mère et votre sœur vont essayer de transformer cela en drame familial et en sentiment blessé. Nous devons nous concentrer sur les faits. Les biens manquants de la succession, la distribution frauduleuse et la violation du devoir fiduciaire. Nous sommes entrés dans la salle d'audience, et je les ai vus immédiatement, maman, papa, et Vanessa, blottis ensemble près de la table de la défense avec leur avocat, un homme d'âge moyen en costume coûteux qui semblait agacé d'être là. Au moment où maman m'a vu, son visage s'est tordu de colère et d'autre chose. De peur. « Comment as-tu pu faire ça ?» siffla-t-elle en me voyant passer. « C'est ta propre famille. » Je n'ai pas répondu. J'ai pris place à côté de Patricia et j'ai regardé droit devant, refusant de m'engager. Le juge est entré, une femme d'une 60aine d'années à l'air sévère, et tout le monde s'est levé. « Veuillez vous asseoir, dit-elle, s'installant dans son fauteuil et ouvrant le dossier devant elle. Ceci est une requête d'urgence déposée par Patricia Hoffman, exécutrice de la succession d'Eleanor Grant, demandant la révocation de la coexécutrice Catherine Grant et la restitution des biens de la succession. Mademoiselle Hoffman, veuillez procéder. Patricia se leva et exposa l'affaire de manière méthodique et dévastatrice. Elle présenta les preuves, les publications sur les réseaux sociaux, les messages textes, les conversations téléphoniques enregistrées, la déclaration écrite de tante Louise et les écarts d'inventaire. Elle montra des photos d'objets qui auraient dû figurer dans l'inventaire de la succession, mais qui étaient plutôt visibles chez Vanessa. Elle fit écouter l'enregistrement de Vanessa admettant que des objets étaient conservés chez elle sans documentation ni approbation de l'exécutrice. J'ai observé les visages de maman et de Vanessa à mesure que chaque pièce à conviction était présentée. Maman est passée de la colère à la pâleur, puis au grisâtre. La mâchoire de Vanessa était tellement serrée que j'ai cru que ses dents allaient se casser. Leur avocat prenait frénétiquement des notes, réalisant clairement que cette affaire était bien pire que ce qu'on lui avait fait croire. Votre honneur, conclut Patricia, les preuves démontrent clairement que Catherine Grant, en sa qualité de coexécutrice, a violé son devoir fiduciaire envers la succession et envers les bénéficiaires. Elle a délibérément exclu une bénéficiaire, Millie, du processus de distribution, a menti sur les circonstances pour justifier cette exclusion, et a permis à son autre fille, Vanessa, de prendre possession de biens successoraux de valeur sans documentation ni approbation appropriée. Cela constitue une fraude et un vol potentiel.
je demande au tribunal de destituer immédiatement Catherine Grant en tant que co-exécutrice, d'ordonner la restitution de tous les biens successoraux actuellement en possession de Vanessa Grant, et d'exiger un audit comptable complet de la succession. Le juge se tourna vers l'avocat de maman. « Maître, votre réponse ?» Il se leva, mais il semblait mal à l'aise. « Votre honneur, mes clientes reconnaissent qu'il y a pu avoir quelques irrégularités dans la gestion de la distribution de la succession. Cependant, cela n'a jamais été intentionnel de fraude. Madame Catherine Grant pensait simplement agir dans le meilleur intérêt de la famille en commençant le processus de trito. Elle ne voulait pas de mal. Ne voulait pas de mal, répéta le juge, son ton acerbe. Elle a menti à sa propre fille à propos d'un dîner de Noël annulé afin de faciliter la distribution non autorisée de biens successoraux. Elle n'a pas documenté les objets de valeur retirés de la succession. Elle a permis à une bénéficiaire de prendre possession de biens qui auraient dû être divisés également entre 4 bénéficiaires. Maître, il ne s'agit pas d'une affaire de bonnes intentions qui ont mal tourné. Il s'agit d'un schéma délibéré de tromperie et de détournement de fonds. Votre honneur, si je peux me permettre. Maman se leva soudainement, ignorant les tentatives de son avocat de la rasseoir. Tout ceci est un malentendu. Millie déforme tout pour le faire paraître pire qu'il ne l'est. Elle a toujours été jalouse de sa sœur, et maintenant elle essaie d'utiliser le système judiciaire pour se venger d'un conflit familial. Mademoiselle Grant, asseyez-vous, ordonna le juge. Vous aurez votre chance de témoigner si votre avocat vous appelle à la barre. Mais maman était hors de raison maintenant. Elle est en train de déchirer cette famille pour des biens matériels. Sa grand-mère aurait honte d'elle. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Je me suis levé et Patricia a posé une main sur mon bras pour m'arrêter, mais je me suis doucement dégagé. Votre honneur, puis-je répondre à cette déclaration ? Le juge a semblé surprise mais a hoché la tête brièvement. Je me suis tourné pour faire face directement à ma mère. Tu veux parler de ce que grand-mère penserait ? Parlons-en. Grand-mère a passé toute sa vie à nous traiter, Vanessa et moi, également, s'assurant que nous nous sentions toutes les deux aimées et valorisées. Même quand toi et papa avaient clairement fait savoir que Vanessa était votre préférée, elle a mis par écrit dans son testament que tout devait être divisé également entre les 4 petits-enfants parce qu'elle savait que c'était juste. Et qu'as-tu fait ? Au moment où elle est partie, tu as jeté cette équité par-dessus bord. Tu m'as menti, m'as exclu et as essayé de me priver de mon héritage. Tout ça pour que Vanessa puisse avoir plus. N'ose pas me dire que grand-mère aurait honte de moi. Elle aurait le cœur brisé par ce que tu as fait. La salle d'audience était silencieuse. Le visage de maman était rouge vif, les larmes coulaient sur ses joues. Papa était assis, figé, fixant ses mains. Vanessa avait l'air de vouloir disparaître. L'expression du juge était illisible. Merci, mademoiselle Grant. Veuillez vous asseoir. Elle feuilleta les papiers devant elle, puis leva les yeux. J'en ai assez entendu. Mademoiselle Catherine Grant, vous êtes par la présente révoquée de vos fonctions de co-exécutrice de la succession d'Eleanor Grant, avec effet immédiat. Mademoiselle Patricia Hoffman assumera le rôle d'exécutrice unique. De plus, j'ordonne à Vanessa Grant de restituer tous les biens successoraux actuellement en sa possession à Mademoiselle Hoffman dans les 48 heures. Si des biens ne peuvent être produits, Mademoiselle Vanessa Grant sera tenue d'indemniser la succession pour leur juste valeur marchande. Un expert comptable judiciaire sera désigné pour procéder à un examen complet de la succession, et si d'autres divergences sont constatées, d'autres poursuites judiciaires pourront être engagées. Elle marqua une pause, son regard se posant sur maman et Vanessa avec une désapprobation évidente. Je tiens à être très clair sur quelque chose. Ce tribunal prend au sérieux le devoir fiduciaire. Lorsqu'une personne est chargée de gérer une succession, elle a une obligation légale et morale d'agir dans le meilleur intérêt de tous les bénéficiaires. Pas seulement de ceux qu'elle favorise personnellement. Ce qui s'est passé ici est une trahison de cette confiance et une violation des souhaits clairs des défunts. Vous devriez toutes les deux avoir honte de vous. Le marteau du juge s'abattit avec un claquement sec qui résonna comme le tonnerre dans la salle d'audience silencieuse. Les conséquences de l'audience frappèrent comme un raz-de-marée. Alors que nous quittions la salle d'audience, maman tenta de m'approcher, mais Patricia s'interposa entre nous. Mademoiselle Catherine Grant, vous n'êtes plus autorisée à avoir de contact avec ma cliente concernant les affaires successorales. Toute communication passera par moi. Si vous violez cette ordonnance, je demanderai une ordonnance de restriction.
Le visage de maman se froissa. Milly, s'il te plaît. Tu es ma fille. Nous pouvons régler ça en famille. Je la regardais. Je la regardais vraiment et ne ressentis rien d'autre que de l'épuisement et de la tristesse. Nous avons cessé d'être une famille quand tu as décidé que Vanessa était la seule fille qui comptait. Tu as fait ton choix, maman. Maintenant tu dois vivre avec. Papa finit par prendre la parole. Milly, ta mère a fait une erreur. Mais porter ça devant les tribunaux, nous humilier comme ça, c'est trop loin. On ne peut pas juste oublier tout ça et passer à autre chose. L'oublier? J'ai senti un rire monter, amer et aigu. Papa, tu es resté là pendant que maman me mentait. Tu as participé au rassemblement chez Vanessa, sachant que j'avais été délibérément exclu. Tu as regardé Vanessa prendre les affaires de grand-mère sans dire un mot. Tu es tout aussi coupable qu'elle. Je ne savais pas que c'était mal, protesta-t-il faiblement. Alors tu mens ou tu es un idiot, et je ne sais pas ce qui est pire. Vanessa retrouva finalement sa voix, s'avançant les larmes coulant sur son visage. Comment peux-tu nous faire ça? Pour des choses? Pour des affaires? Tu es prête à détruire cette famille pour des biens matériels? Je me suis tourné vers elle et toutes les années de ressentiment, toute la douleur, la colère et la déception ont jailli. Il ne s'agit pas des choses, Vanessa. Il s'agit de respect. Il s'agit d'être traité comme si je comptais. Tu as passé toute ta vie d'adulte à être la préférée, l'enfant prodige, à tout obtenir sans effort pendant que je travaillais 2 fois plus dur pour la moitié de la reconnaissance. Et même ça ne t'a pas suffi. Tu as dû prendre la seule chose, la seule personne qui nous traitait également et utiliser sa mort comme une opportunité de prendre encore plus. Ce n'est pas juste, sanglota Vanessa. Je n'ai pas, tu l'as fait, je l'ai interrompu. Tu savais exactement ce que tu faisais. Toi et maman avaient planifié ça ensemble, et vous pensiez que j'étais trop stupide ou trop soumise pour me défendre. Eh bien, vous aviez tort. Au cours des 2 jours suivants, j'ai observé de loin le chaos se déchaîner dans ma famille. Patricia m'a appelé pour m'informer que Vanessa avait restitué la plupart des objets, mais plusieurs pièces de grande valeur manquaient, y compris la bague de fiançailles de grand-mère, une peinture précieuse et un collier ancien. Vanessa a affirmé les avoir confiés à des amis pour les garder en lieu sûr et ne se souvenait plus de quels amis. Le juge n'était pas amusé. Une audience pour outrage a été programmée et Vanessa risquait une peine de prison si elle ne pouvait pas produire les objets manquants. Soudain, miraculeusement, elle s'est souvenue où tout se trouvait et a tout restitué dans les 24 heures. L'audit comptable judiciaire a révélé des informations encore plus troublantes. Maman avait écrémé l'argent des comptes bancaires de grand-mère dans les mois précédant son décès. De petites sommes au début, mais de plus en plus importantes à mesure que grand-mère devenait trop malade pour surveiller ses finances. Le total s'élevait à près de 20 000 $, prétendument utilisés pour les soins de grand-mère, mais sans aucun reçu ni documentation pour le prouver. Patricia a déposé des motions supplémentaires pour récupérer les fonds volés. Maman et Vanessa ont engagé un meilleur avocat, mais les preuves étaient accablantes. Au final, elles ont accepté un règlement plutôt que de faire face à des accusations criminelles. Maman rembourserait les 20 000 $ plus les intérêts. Vanessa paierait l'expertise comptable judiciaire et tous les frais juridiques liés à l'affaire. Toutes deux seraient définitivement interdites d'exercer les fonctions d'exécuteur testamentaire ou de fiduciaire pour toute succession à l'avenir. Mais la vraie punition fut la dissolution de la famille elle-même. Le mariage de mes parents s'effondra en moins d'1 mois. Papa, qui avait toujours été passif et non confrontationnel, ne pouvait pardonner à maman de l'avoir entraîné dans ses manigances et de l'avoir rendu complice de la fraude. Il demanda le divorce, citant des différences irréconciliables, et déménagea dans un appartement de l'autre côté de la ville. Janet et Stuart, mes cousins, furent horrifiés lorsqu'ils apprirent l'ampleur de ce qui s'était passé. Ils avaient reçu leur part de l'héritage sans problème. C'est moi seul qui avais été ciblé pour l'exclusion. Ils coupèrent les ponts avec maman et Vanessa, refusant d'assister aux réunions de famille si l'une d'elles était présente. Stuart m'écrivit même une lettre s'excusant de ne pas avoir remis les choses en question plus tôt, de ne pas avoir réalisé que j'étais traité injustement. La famille élargie a pris parti, et la plupart d'entre eux se sont rangés contre maman et Vanessa. Tante Louise était particulièrement vocale, racontant à quiconque voulait l'entendre la trahison et les mensonges. Les réunions de famille sont devenues impossibles. Il y avait trop de colère, trop de douleur, trop de ponts brûlés.
La vie parfaite de Vanessa commença à s'effondrer d'autres manières aussi. Son mari, qui avait apparemment été tenu dans l'ignorance de l'ampleur de sa tromperie, fut furieux lorsqu'il apprit ce qu'elle avait fait. Il insista pour qu'elle voie un thérapeute afin de traiter ce qu'il appelait ses problèmes de droit et son incapacité à partager. Leur mariage devint tendu et en 6 mois, ils se séparèrent. Maman, déchue de son rôle dans la famille et de son mariage, est devenue de plus en plus isolée. Elle a tenté de me contacter plusieurs fois par l'intermédiaire de proches, par des lettres, et même en se présentant à mon travail une fois, mais j'ai refusé de m'engager. Patricia avait clairement indiqué que tout harcèlement entraînerait des conséquences juridiques, et finalement, maman a cessé d'essayer. 3 mois après l'audience, la succession fut finalement réglée. Tout fut divisé exactement comme grand-mère l'avait souhaité. 4 parts égales entre les 4 petits-enfants. J'ai reçu ma part, une collection de bijoux ayant appartenu à grand-mère, des meubles anciens de valeur, plusieurs œuvres d'art, et ma part des liquidités. Mais plus que cela, j'ai reçu quelque chose que je n'attendais pas. La paix. Tante Louise m'a appelé un soir pour me dire qu'elle était fière de moi. Ta grand-mère serait fière aussi, a-t-elle dit. Tu as défendu ce qui était juste, même quand c'était difficile, même quand ça t'a coûté. Cela demande un vrai courage. Ça m'a coûté ma famille, ai-je dit doucement. Non, ma chérie, a corrigé tante Louise avec douceur. Ça t'a coûté des gens qui n'étaient jamais vraiment une famille au départ. La famille ne te ment pas, ne te trompe pas, ne te traite pas comme inférieur. Ce que tu as fait, c'est te libérer. J'y ai réfléchi longtemps après que nous ayons raccroché. Elle avait raison. J'avais passé tant d'années à essayer de gagner une place dans une famille qui ne me valoriserait jamais comme je le méritais. J'avais plié, compromis et accepté des miettes d'affection. Espérant toujours que si j'essayais juste plus fort, il me verrait enfin. Mais j'avais cherché l'amour et l'acceptation au mauvais endroit. 6 mois après l'audience du tribunal, je construisais une vie qui était vraiment la mienne. J'avais déménagé dans un appartement plus grand, capable d'accueillir les magnifiques meubles anciens de la succession de grand-mère. Chaque pièce contenait un souvenir, et m'entourer d'eux me donnait l'impression d'avoir un morceau d'elle avec moi chaque jour. La lampe en laiton qui avait causé tant de problèmes était maintenant posée sur mon bureau, projetant une lumière chaude pendant que je lisais le soir. Le miroir antique était accroché dans mon couloir, et chaque fois que je passais devant, je me souvenais de grand-mère debout devant, ajustant son chapeau avant l'église. Le travail est devenu un sanctuaire. Je me suis consacré aux soins de mes patients, trouvant un sens à aider les gens à retrouver leur mobilité et leur indépendance. Mon patron a remarqué mon énergie et mon dévouement renouvelé, et j'ai été promu thérapeute principal, ce qui s'accompagnait d'une augmentation de salaire significative et de l'opportunité de encadrer de nouveaux membres du personnel. Pour la première fois depuis des années, je me suis senti valorisé pour qui j'étais et ce que j'apportais. J'ai également commencé à consulter mon propre thérapeute, non pas parce que j'étais brisé, mais parce que je voulais comprendre les schémas qui m'avaient piégé si longtemps dans des dynamiques familiales malsaines. La docteure Sarah Chen m'a aidé à reconnaître que j'avais été conditionné dès l'enfance à accepter moins que ce que je méritais, à minimiser mes propres besoins et réalisations pour laisser briller Vanessa. Elle m'a aidé à voir que fixer des limites et exiger le respect n'était pas égoïste. Se racler la gorge, c'était nécessaire. Vous avez passé toute votre vie à essayer de gagner l'amour de personnes qui ne vous le donneraient jamais librement, m'a dit la docteure Chen lors d'une séance. Ce n'est pas un échec de votre part. C'est le reflet de leurs limitations, pas des vôtres. Ce fut libérateur de comprendre enfin cela, mais le développement le plus inattendu est venu d'une source improbable. Stuart, mon cousin, m'a contacté pour m'inviter à dîner un soir. Nous n'avions jamais été particulièrement proches. Il avait 5 ans de plus que moi, et nous avions évolué dans des cercles différents en grandissant. Mais la situation de la succession nous avait rapprochés d'une nouvelle manière. Je te dois des excuses, a dit Stuart autour d'un plat de pâtes dans un petit restaurant italien. J'aurais dû remarquer ce qui se passait. J'aurais dû me demander pourquoi tu n'étais pas à la réunion de Noël, pourquoi les choses semblaient aller si vite avec la distribution de la succession. J'ai fait confiance à tante Catherine. Je ne pensais pas qu'elle ferait quelque chose comme ça. Ce n'est pas ta faute, les jeux assuraient. Ils étaient très doués pour faire en sorte que cela paraisse légitime. Même tante Louise n'a pas entièrement compris ce qui se passait avant que je ne le lui explique. Quand même, j'aurais dû être plus attentif. Il a fait une pause, étudiant son verre de vin.
Tu sais, te voir leur tenir tête, te voir exiger ce qui te revenait de droit. Ça m'a fait réfléchir à ma propre vie. J'ai laissé mon père me bousculer dans les décisions commerciales, essayant toujours de lui faire plaisir, toujours inquiet de le décevoir. Tu m'as inspiré à fixer mes propres limites. Comment ça s'est passé? Il a ri, à peu près comme on peut s'y attendre. Il était furieux au début. Mais ensuite, quelque chose a changé. Il a en fait commencé à me respecter davantage. C'est comme s'il avait eu besoin de voir que j'avais du caractère avant de pouvoir me prendre au sérieux. Nous avons parlé pendant des heures cette nuit-là, partageant des histoires sur notre enfance, sur les dynamiques familiales avec lesquelles nous avions tous deux lutté de différentes manières. À la fin de la soirée, j'ai réalisé que j'avais trouvé quelque chose que je n'attendais pas, une amitié sincère avec quelqu'un qui comprenait mon histoire parce qu'il l'avait vécue à proximité. Stuart n'était pas le seul allié inattendu. Janet m'a également contacté, exprimant son horreur face à ce que maman et Vanessa avaient fait. J'ai toujours su que tante Catherine favorisait Vanessa, m'a-t-elle dit autour d'un café. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle irait aussi loin. C'est une chose d'avoir un enfant préféré. Beaucoup de parents le font, même s'ils ne devraient pas. Mais te voler activement, mentir et manipuler et t'exclure, ce n'est pas seulement du favoritisme. C'est de la cruauté. Grâce à ces conversations, j'ai commencé à reconstruire un sens de la famille. Non pas avec les gens qui m'avaient blessé, mais avec ceux qui m'avaient soutenu quand c'était important. Tante Louise est devenue une présence régulière dans ma vie, m'invitant à déjeuner une fois par semaine et partageant des histoires sur grand-mère que je n'avais jamais entendues auparavant. Stuart et Janet m'ont incluse dans des événements familiaux qui excluaient délibérément maman et Vanessa, créant de nouvelles traditions qui n'étaient pas entachées par d'anciennes blessures. Un soir, j'étais en train d'organiser certaines des photographies de grand-mère, une partie de mon héritage qui avait finalement été correctement distribuée, quand je suis tombé sur une lettre glissée dans un vieil album. Elle m'était adressée, de la main de grand-mère, datée de quelques semaines seulement avant sa mort. « Ma très chère Millie, disait-elle, si tu lis ceci, alors je suis partie. Et j'espère que mes affaires ont été réglées équitablement et avec amour. Je veux que tu saches que je t'ai toujours vu. Vraiment vu, même quand les autres ne t'ont pas vu. Tu as une force et une intégrité qui me rendent si fier. Ton chemin est peut-être plus difficile que celui de tes sœurs, mais je crois qu'il sera finalement plus gratifiant car tu as gagné tout ce que tu as. Ne laisse personne éteindre ta lumière. Défends-toi même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile. Je t'aime et je crois toujours en toi, grand-mère. » Je suis restée assise, les larmes coulant sur mon visage, tenant cette lettre comme le précieux cadeau qu'elle était. Elle avait su, même avant les problèmes de succession, même avant l'exclusion et les mensonges. Elle avait su que j'aurais besoin de ce rappel, de cette validation, de cet encouragement à être forte. La lettre ressemblait à une bénédiction, à un permis de continuer sur le chemin que j'avais choisi, se racle la gorge le chemin du respect de soi et des limites, et de refuser d'accepter moins que ce que je méritais. Le premier anniversaire du décès de grand-mère est arrivé par une froide journée de novembre. Tante Louise a organisé un petit rassemblement commémoratif chez elle, juste elle, Stuart, Janet et moi. C'était intime et curatif, rien à voir avec le cirque qu'avaient été les funérailles originales quand maman orchestrait encore tout. Nous avons partagé des histoires sur grand-mère, ri de ses bizarreries et levé nos verres en son honneur. Cela semblait juste, ce petit groupe de personnes qui se souciaient sincèrement de sa mémoire et de se traiter mutuellement avec honnêteté et respect. Elle aurait aimé ça, a dit tante Louise, les yeux embués. Juste les gens qui comptaient vraiment, réunis dans l'amour. Alors que la soirée touchait à sa fin, mon téléphone a vibré avec un message d'un numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer, mais quelque chose m'a poussé à vérifier. C'était de Vanessa. Je sais que tu ne répondras probablement pas à ça, mais j'ai besoin que tu saches quelque chose. Daniel m'a quitté. Il a dit qu'il ne peut plus me faire confiance après tout ce qui s'est passé avec la succession de grand-mère. Maman et papa ont divorcé. Toute la famille s'est effondrée. J'espère que tu es heureuse maintenant. Tu as eu ta vengeance. J'ai fixé le message un long moment, ressentant un mélange complexe d'émotions. Il n'y avait aucune satisfaction à savoir que la vie de Vanessa s'était effondrée. Je n'étais pas assez cruel pour prendre plaisir à sa douleur. Mais il n'y avait pas non plus de culpabilité. Elle avait fait ses choix. Tout comme j'avais fait les miens. J'ai montré le message à tante Louise.
Elle l'a lu et a secoué la tête. Cette fille ne comprend toujours pas, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de conséquences. Elle avait absolument raison. Je n'avais pas cherché à détruire ma famille. J'avais cherché à protéger mes droits et à honorer les souhaits de grand-mère. La destruction qui a suivi était le résultat direct de leurs propres actions, de leurs propres mensonges, de leur propre avidité. Je n'ai pas répondu au SMS de Vanessa. Il n'y avait plus rien à dire. Au lieu de cela, j'ai tourné mon attention vers la construction de quelque chose de positif à partir des ruines. Avec une partie de mon héritage, j'ai créé un petit fonds de bourse d'études au collège communautaire local pour les étudiants en physiothérapie. Des étudiants qui, comme moi, n'auraient peut-être pas le soutien financier de leur famille, mais avaient la détermination de réussir malgré tout. Je l'ai nommé bourse commémorative Eleanor Grant, assurant que l'héritage de grand-mère serait un héritage d'autonomisation et d'opportunité plutôt que d'avidité et de trahison. La première récipiendaire de la bourse fut une jeune femme nommée Jasmine, qui avait dépassé l'âge limite pour les familles d'accueil et travaillait 2 emplois tout en étudiant. Lorsque je lui ai annoncé qu'elle avait reçu la bourse, elle a fondu en larmes. « Vous n'avez aucune idée de ce que cela signifie », a-t-elle dit, la voix tremblante. J'étais sur le point d'abandonner. Je ne pouvais pas me permettre les frais de scolarité du semestre prochain, et je pensais que mon rêve était terminé. Les rêves n'ont pas à se terminer à cause de l'argent, lui ai-je dit, pensant à mon propre parcours. Parfois, nous avons juste besoin que quelqu'un croie en nous et nous donne une chance. En voyant le visage de Jasmine s'illuminer d'espoir et de soulagement, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis longtemps. Un sentiment de joie pure et simple. C'est ce que grand-mère aurait voulu. Non pas des membres de la famille se disputant ses biens, mais son héritage étant utilisé pour aider les autres, pour faire une réelle différence dans la vie de quelqu'un. Au cours des mois suivants, j'ai appris par tante Louise que maman avait déménagé dans un autre état, incapable de faire face à la honte et au jugement dans notre ville natale. Vanessa avait trouvé un emploi dans la vente dans une ville différente, recommençant là où personne ne connaissait son histoire. Papa s'était rapidement remarié avec une femme qui, selon Stuart, était gentille, mais le tenait en laisse très courte après avoir appris sa participation passive à la fraude successorale. Je n'ai rien ressenti en entendant ces nouvelles. Pas de triomphe, pas de tristesse, juste une lointaine reconnaissance que c'étaient des gens que je connaissais autrefois. Des gens dont les vies ne croisaient plus la mienne. Le vrai tournant est survenu lorsque j'ai reçu une lettre officielle d'une avocate représentant maman. Elle contestait la décision du tribunal, affirmant que j'avais manipulé les preuves et que le juge avait fait preuve de partialité. Elle voulait que la distribution de la succession soit annulée et que l'argent soit restitué. Patricia m'a appelé immédiatement après avoir reçu sa copie de la lettre. C'est une affirmation sans fondement et ça ne mènera nulle part, m'a-t-elle assuré. Les preuves étaient accablantes et la décision du juge était solide. C'est juste la dernière tentative désespérée de votre mère pour reprendre le contrôle ou vous punir de lui avoir tenu tête. Nous déposerons une réponse et l'affaire sera classée. Mais Millie, vous devez vous préparer. Cela signifie qu'elle ne va pas s'arrêter. Elle ne va pas accepter sa responsabilité et elle ne va pas vous laisser tranquille. Alors j'obtiendrai une ordonnance de restriction, ai-je dit calmement. J'en ai assez d'avoir peur d'elle. Assez de m'inquiéter de ses sentiments. Assez de laisser ses actions contrôler ma vie. Si elle veut gaspiller son argent dans des poursuites futiles, c'est son choix. Mais elle ne me privera plus de ma paix. La voix de Patricia était chaleureuse et pleine d'approbation. Bien. C'est exactement l'attitude qu'il vous faut. Vous avez parcouru un long chemin depuis la femme qui est entrée pour la première fois dans mon bureau, blessée et confuse. Vous devriez être fier de vous. J'étais fier. Pour la première fois de ma vie, j'étais sincèrement fier de la personne que j'étais devenue. Non pas pour une validation externe, mais parce que je savais que j'avais fait ce qu'il fallait, même quand c'était difficile, même quand ça m'avait coûté. 2 ans après ce Noël dévastateur, je me suis retrouvé dans un endroit que je n'aurais jamais pu imaginer. Ma vie s'était transformée non pas parce que je cherchais la vengeance, mais parce que j'avais choisi la dignité plutôt que le dysfonctionnement, la vérité plutôt que la loyauté tordue, et le respect de soi plutôt que le besoin désespéré d'approbation de personnes qui ne la donneraient jamais. Le harcèlement juridique de maman a finalement cessé après que son procès futile ait été rejeté avec préjudice, ce qui signifie qu'elle ne pouvait plus déposer de nouvelles plaintes pour les mêmes motifs.
Le juge avait été sévère dans sa décision, déclarant que ces allégations étaient totalement sans fondement et semblaient être motivées par la vindicte plutôt que par des griefs légitimes. Elle fut condamnée à payer mes frais de justice, ce qui sembla finalement briser son esprit. Je n'ai plus jamais entendu parler d'elle. Vanessa fit une dernière tentative de renouer, se présentant à l'immeuble de mon appartement un soir pluvieux. Le portier appela pour demander si je la recevrais, et j'aurais pu refuser. J'aurais probablement dû refuser. Mais la curiosité l'emporta. Elle semblait différente, plus âgée, fatiguée, moins soignée. Les vêtements de marque avaient disparu, remplacés par un simple imperméable et un jean. Ses cheveux, autrefois coiffés de manière professionnelle, étaient tirés en une queue de cheval désordonnée. Elle avait l'air, pour la première fois que je me souvienne, ordinaire. « Je ne suis pas là pour demander pardon », dit-elle quand j'ai ouvert la porte. « Je sais que je ne le mérite pas. Je voulais juste que tu saches que je comprends maintenant ce que nous t'avons fait. Ce que je t'ai fait, c'était mal et c'était cruel et je suis désolé. » Je me tenais dans l'encadrement de la porte, ne l'invitant pas à entrer, n'offrant aucun réconfort. Pourquoi maintenant? Pourquoi, après tout ce temps, comprends-tu soudainement? Elle a ri, mais c'était un rire amer et triste. Parce que je le vis maintenant. C'est moi qui suis exclu. Celle en qui personne n'a confiance. Celle dont les appels ne sont pas retournés. C'est moi qui ai détruit ma propre vie parce que je ne pouvais pas simplement me contenter de ce que j'avais. J'ai dû prendre la tienne aussi. Et maintenant je n'ai rien. Mon mariage est terminé. Ma réputation est détruite. Et même maman ne me parle pas parce qu'elle me blâme pour tout ce qui s'est passé. Mais tu étais tout pour elle, ai-je dit, sincèrement confuse. Tu as toujours été sa préférée. J'étais utile à elle, corrigea Vanessa. Tout comme tu étais utile à ta manière, comme la personne à laquelle elle pouvait me comparer pour me faire paraître meilleure. Mais quand j'ai cessé d'être utile, quand je suis devenu un fardeau au lieu d'un atout, elle m'a jeté aussi facilement qu'elle t'a jeté. Je ne l'ai simplement pas vu venir. Nous sommes restés là en silence un instant. J'ai ressenti un étrange mélange de justification et de pitié. Elle avait finalement appris la leçon que j'avais apprise des années auparavant, que l'amour de notre mère était conditionnel, transactionnel, et finalement creux. J'espère que tu trouveras la paix, Vanessa, ai-je dit finalement. Mais tu ne la trouveras pas avec moi. J'ai tourné la page, et je ne suis pas intéressé par la reconstruction de quelque chose qui n'a jamais vraiment existé au départ. Elle a hoché la tête, les larmes coulant sur son visage. Pour ce que ça vaut, grand-mère serait fière de toi. Elle a toujours dit que tu avais plus de force que nous tous réunis. Je n'ai simplement jamais voulu le croire. Je l'ai regardé s'éloigner, sa silhouette disparaissant sous la pluie, et j'ai senti la dernière parcelle de l'ancienne blessure se dissoudre. Elle avait raison sur une chose. Grand-mère serait fière. Non pas parce que j'avais gagné, mais parce que j'avais défendu ce qui était juste alors qu'il aurait été tellement plus facile d'accepter l'injustice et de passer à autre chose. Le fonds de bourse d'études a continué de croître. Plus de donateurs se sont manifestés, inspirés par l'histoire de grand-mère et par la mission d'aider les étudiants qui luttaient contre l'adversité. Nous avons attribué des bourses à 5 étudiants la 2e année, 10 la 3e année. Chacun avait une histoire de résilience, de détermination, de refus de laisser les circonstances définir leur avenir. Les voir réussir est devenu l'une de mes plus grandes joies. J'ai également renoué avec d'anciens amis que j'avais négligés pendant les années passées à essayer de gagner l'approbation de ma famille, sans la contrainte constante des relations toxiques. J'avais de l'énergie pour des liens authentiques, pour des rires qui n'étaient pas teintés d'anxiété, pour des relations bâties sur le respect mutuel plutôt que sur des liens de sang obligatoires. Stuart est devenu l'un de mes amis les plus proches. Il s'est marié et j'ai été témoin à son mariage, un mariage qui excluait délibérément maman et Vanessa, non par rancœur, mais parce que leur présence aurait gâché la fête. Janet a déménagé à Nashville pour le travail et nous avons commencé une tradition de brunch du dimanche où nous parlions de tout et de rien. Construisant le genre de relation fraternelle que j'avais toujours voulu mais que je n'avais jamais eu avec Vanessa. Tante Louise est restée une source constante de sagesse et d'amour. Elle me disait souvent que me voir me défendre l'avait inspirée à être plus assertive dans sa propre vie. Tu m'as montré qu'il n'est jamais trop tard pour exiger le respect, a-t-elle dit. Même de la part de la famille, surtout de la part de la famille, les conséquences pour maman et Vanessa furent exactement ce qu'elles méritaient.
Un isolement complet et total de la famille qu'elles avaient tenté de contrôler et de manipuler. Maman vivait seule dans un autre état. Ses tentatives de se construire un nouveau cercle social étaient entravées par sa réputation, qu'il avait suivie même dans sa nouvelle demeure. Les petites villes parlent. Et apparemment, quelqu'un de notre ville natale avait des parents dans sa nouvelle ville qui s'étaient assurés que tout le monde savait ce qu'elle avait fait. Elle travaillait à temps partiel dans un magasin discount, loin de la vie confortable qu'elle avait menée en tant qu'épouse de médecin, et elle passait ses soirées seule dans un petit appartement, sans aucun des beaux objets qu'elle avait tant essayé de voler à la succession de grand-mère. Les conséquences pour Vanessa furent peut-être encore plus poignantes. Elle avait tout perdu, son mariage, sa maison, sa position sociale, et surtout, sa relation avec la mère qu'il avait toujours favorisée. L'ironie ne m'échappait pas, en essayant de tout me prendre, elle avait fini par tout perdre elle-même. Elle travaillait dans la vente dans une ville où elle ne connaissait personne, recommençant à zéro. Et selon Janet, qui recevait occasionnellement des nouvelles par des connaissances mutuelles, elle luttait quotidiennement sous le poids de ses propres choix. Son ex-mari avait la garde complète de leur enfant, ayant convaincu le tribunal que son malhonnêteté et son manque d'intégrité la rendaient inapte à être la principale parente. Elle voyait sa fille tous les 2 week-ends, et même ses visites étaient supervisées après qu'elle ait été surprise à mentir à l'enfant sur les raisons de l'effondrement de la famille. Quant à moi, un dimanche matin, je me tenais dans mon appartement, la lumière du soleil filtrant à travers les fenêtres, entouré des antiquités de grand-mère et de la vie que j'avais construite à partir des cendres de ce Noël dévastateur. J'ai pensé au voyage, à la douleur, à la trahison, au combat, à la victoire. Et j'ai réalisé que ma vengeance n'avait pas été de les détruire. Elle avait été de refuser d'être détruite moi-même. Ils avaient essayé de me rendre petite, invisible, indigne. Et j'avais répondu en exigeant d'être vue, valorisée et traitée avec dignité. Ce fut la plus grande vengeance de toutes. Non pas leur chute, mais mon ascension. J'avais appris que parfois, l'acte de vengeance le plus puissant est simplement de bien vivre, de rester ferme et de refuser d'accepter moins que ce que l'on mérite, peu importe qui essaie de vous convaincre du contraire. Et au final, cette leçon valait plus que n'importe quel héritage.